Bonjour et merci pour cette audition. Donc, vous êtes un journaliste français, vous êtes installé à Londres. Vous avez écrit récemment des articles sur 777 Partners. Oui. euh, voilà. Et sur la multipropriété. Donc, je vous resitue, même si je pense que vous êtes au courant, mais le cadre de ces auditions. Donc, je suis le député de la circonscription qui accueille le Red Star et il y a maintenant un peu plus, un peu plus d'un an de ça, j'ai été saisi par les supporters du Red Star de l'idée d'une proposition de loi contre la multipropriété, pour être clair. Mhm. Donc, j'ai saisi la balle au bon. Et donc, je sais plus, on doit être maintenant une 12-13 auditions. On a bientôt fini d'ailleurs. Pour l'idée étant de faire une proposition de loi certainement à l'automne qui sera transpartisane. J'ai des députés aussi bien des LR d'En Marche que de la NUPES qui sont intéressés pour la co-signer. Si elle est transpartisane, j'ai des espoirs qu'elle arrive dans l'hémicycle. Donc l'idée, c'est de faire une proposition de loi pour qu'elle passe, pour être clair, hein. C'est pas Oui, juste oui, oui, tout pour... à fait, oui. voilà. Donc c'est à la fois à travers les auditions donc qui sont partis sur l'idée de s'opposer à la multipropriété, mais on a élargi un peu le champ sur deux autres aspects, parce que derrière ça, pour être clair, mon idée, c'est de savoir comment on financiarise un peu le foot, comment on le régule davantage. Et Ouais. donc, il y a deux angles au moins sur lesquels nous sommes partis, à mon avis, qui seront dans la proposition de loi, qui est de savoir comment l'entité sportive, au sens général, a un droit de contrôle sur les financiers d'un club, soit à travers des conseils de surveillance et autres. Alors, il y a aussi la méthode allemande du 50 plus 1. Et puis, troisième chose, de réfléchir un peu, très certainement, à ce qui serait peut-être un peu la manière qu'il y a une exception culturelle, Mhm. ce qui serait d'une exception du foot, ou au moins qui donnerait accès à un label permettant l'exception du foot qui avantagerait certains clubs. Voilà, on en est un peu là. Et D'accord. donc, je voulais vous écouter sur cette question de multipropriété, avoir votre point de vue sur pourquoi elle est nocive, Mhm. euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre elle actuellement. Voilà, pour commencer, j'aurais bien voulu avoir votre regard là-dessus. Bon, bah, écoutez, oui, vaste sujet. Ça tombe bien que nous nous parlions parce que je dois faire une communication pour mes amis du Red Star qui ont leur journée d'action ce samedi, si je ne m'abuse, et puis une autre également le 25. D'abord, la première chose, c'est que il s'agit d'un phénomène qui est nouveau. La multipropriété de clubs, même si jamais il y a des exemples qui datent, qui peuvent dater d'il y a un certain temps, notamment par les partenariats établis. Vous pouvez penser, par exemple, le partenariat que l'Ajax d'Amsterdam avait établi avec Ajax Cape Town, par exemple. C'était dans le cadre plutôt à ce moment-là d'installer des antennes de clubs dans d'autres pays qui pouvaient servir de pépinière pour de jeunes talents. Hein, donc, l'exemple de l'Ajax est typique pour ça. Mais on n'est pas du tout comment dire, dans ce contexte aujourd'hui. En l'espace de 5 à 6 ans, on va dire ça comme ça, on a vu un nombre colossal de clubs. Et quand je dis colossal, aujourd'hui, nous, les banques de données que nous maintenons à jour avec mon groupe de recherche, hein, de journalistes d'investigation, on est à plus de 350 clubs aujourd'hui qui sont sous la coupe d'organismes de multipropriété. Donc au total, si on prend en compte le nombre de joueurs qui sont impliqués là-dedans, de joueurs professionnels, on parle de 13 000 joueurs environ. Hein. Donc il s'agit de quelque chose de colossal. Et en fait, dans certains championnats, la multipropriété est en passe de devenir au passage patente ou cachée, parce que il y a une zone d'ombre très importante est en train de devenir un modèle accepté par tous, qui a bien évidemment pu, euh, j'allais dire s'épanouir, mais le mot est mal choisi parce qu'il s'agit vraiment d'une fleur qui pousse sur le fumier, qui a pu s'épanouir par le manque de réglementation et le fait que les instances qui sont censées garder un œil sur la bonne gouvernance du football
ont soit regardé d'un autre côté, soit ne sont pas au courant de ce qui se passe, soit n'ont pas la possibilité légale ou régulatrice de pouvoir avoir leur mot dans cette affaire. Et donc, on a ou alors ont même changé d'avis. Je pense à l'UEFA. Vous aurez vu comment l'UEFA, qui était totalement opposée à la multipropriété de club, au point de l'inclure dans ses statuts et d'avoir notamment en place des réglementations qui empêchaient des clubs appartenant aux mêmes propriétaires de participer aux mêmes compétitions, l'UEFA est en train de relaxer son attitude d'une telle façon que vous pouvez être sûr que d'ici 1 ou 2 ans, s'il n'y a pas de contre-feu qui est allumé, l'UEFA et la FIFA, qui de toute façon lavent les mains de l'affaire, aura fait de la multipropriété disons, l'une des façons, l'un des modes normaux de gestion et de management d'un club. Vous n'avez qu'à regarder qui est le représentant de l'ECA à l'UEFA. C'est Monsieur Nasser Al-Khelaifi, qui lui-même est représentant d'un groupe de multipropriété de clubs, hein. Je veux dire, tout le monde le sait, QSI est l'un des plus grands. Même si, je reviendrai là-dessus, même s'il y a des entités très différentes entre, d'une part, les groupes de multipropriété qui sont en fait des groupes de multipropriété dépendant de fonds souverains et les groupes de multipropriété qui dépendent d'entités d'investisseurs. C'est deux cas de figure complètement différents. Mais donc, on a assisté, si vous voulez, à cette épidémie, il n'y a pas d'autre mot, de prise de contrôle de clubs et pour beaucoup de clubs en difficulté financière et sportive par des entités totalement opaques, dont la plupart sont contrôlées par des sociétés offshore, dont les motivations sont pour le moins obscures. Euh, alors, quand vous les écoutez, tous vont vous dire, parce que la plupart d'entre eux, mais pas tous, viennent des États-Unis. Euh, Ils vont vous dire, oui, c'est parce que le football, économiquement parlant, est à un stade embryonnaire, en ce sens qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le football, mais on pourrait faire beaucoup plus d'argent, et le football, il n'y a aucune raison pour laquelle le football, vu sa popularité globale, ne pourrait pas dégager autant d'argent, de revenus et de bénéfices que les sports américains. Hein, le baseball, le hockey sur glace, etc. Donc, il y a la tentation de plaquer ce modèle américain nord-américain sur le football européen et mondial plus généralement. Cela dit, quand vous regardez d'un petit peu plus près, tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Les investisseurs que l'on voit arriver dans le monde de la multipropriété de clubs ne sont pas les investisseurs que l'on voit justement dans les grandes franchises de clubs de sport américains. À savoir que, par exemple, vous voyez le propriétaire d'Arsenal, donc la famille Kroenke, ont des intérêts considérables d'ailleurs dans les sports US, mais est-ce que Kroenke est passé à un modèle de multipropriété de club? Non, absolument pas. Leur priorité, c'est Arsenal. De la même façon que J.W. Henry et FSG, qui sont les propriétaires de Liverpool, pour le moment, je dis bien pour le moment, sont avant tout des investisseurs dans un club, de la même façon qu'ils sont avec les Boston Red Sox en baseball, c'est Liverpool. Donc ces investisseurs-là, que je qualifierais de respectables dans la mesure des choses, ceux-là ne sont pas impliqués dans la multipropriété telle que l'on voit pratiquée par des gens comme Triple Set ou par John Textor et par bien d'autres groupes d'investissement ou le Pacific Media Group, par exemple, dont la gestion, au passage, est catastrophique. Est-ce que l'on voit un petit peu le résultat? Vous avez dû voir ce qui se passe pour Triple Set, qui est un exemple que je connais fort bien. Vous devez voir ce qui se passe pour les investissements de John Textor également avec Molenbeek, par exemple. Vous voyez les scandales de transfert de joueurs d'un club à un autre. Avec Nuama, vous voyez les problèmes avec Botafogo, vous voyez des opérations financières extrêmement douteuses. Mais le problème, l'énorme problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de régulateur qui puisse contrôler cela. Vous pourriez vous attendre, dans le cas de Textor, à ce que la DNCG lui tombe dessus. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On s'en tient, en fait, parce que le régulateur n'a pas encore saisi l'ampleur du phénomène ou ce en quoi consiste ce phénomène. En ce sens qu'on est un petit peu dans le même cas de figure que des législateurs qui aujourd'hui s'intéressent au big tech. À savoir qu'ils sont tellement en retard sur les technologies qu'ils sont en train de courir après le carrosse en permanence, mais tout ce qu'ils reçoivent, c'est de la boue.
Hein, ils reçoivent, ils marchent dans les flaques et ils reçoivent de la boue dans le visage. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Et dans le cas des multipropriétés, on a laissé ce virus proliférer sans absolument aucune mesure de quarantaine, ce qui a permis à des tas d'investisseurs, des plus douteux, d'entrer dans le football. Il y a également des cas, parlez-en à nos amis belges, d'investisseurs chinois, dont il y en a au moins un, dont le but était simplement de pouvoir contrôler un ensemble de clubs qui lui permettrait de truquer les matchs. Exemple très connu qui s'est passé en Belgique. Hein. Alors, ce que l'on voit, c'est que ces gens vont vous dire, nous sommes là pour apporter de l'argent frais dans le football. Très bien. Nous sommes là pour gagner de l'argent. Or, et alors là, c'est l'une des problématiques majeures. Le fait est que l'un des meilleurs moyens de perdre de l'argent, c'est d'acheter un club de foot. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, des nations, des États comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, s'ils perdent de l'argent pendant un temps avec le PSG, Newcastle, Manchester City et leur énorme groupe, hein, puisqu'ils ont maintenant 13 clubs plus 7 clubs affiliés, leur énorme groupe, ce qui pose d'ailleurs de très gros problèmes. On a vu le cas de Troyes, hein, ce qui se passe à Troyes, vous avez vu ça, c'est une catastrophe. Euh, Eux sont un petit peu à part. Mais les autres, par contre, leur surface financière est généralement difficile à estimer. C'est une chose qui est frappante. C'est le cas de Textor, c'est le cas de Triple 7, c'est le cas de beaucoup d'autres, donc des Pacific Media Group, c'est le cas de beaucoup de ces entités. Même Clear Lake, qui possède Chelsea et a acheté une partie de Strasbourg, et vous aurez vu la réaction des supporters de Strasbourg vis-à-vis de cela, hein. Vous les avez vus, comme moi. D'abord, l'un des problèmes, c'est que nous ne savons pas d'où vient l'argent. Et je crois que là, et du point de vue légal, il y a quelque chose à creuser. Dans la mesure, par exemple, regardez Triple 7. Triple 7 est une entité donc, qui a acheté le Red Star. J'ai pas besoin de vous refaire tout le tralala. Leur argent, qui n'est pas leur au passage, qui est de l'argent emprunté à une autre société, les comptes de cette société ne sont pas disponibles. C'est parce qu'ils sont enregistrés dans le Delaware, qui est en fait l'équivalent d'être enregistré offshore aux États-Unis. Le Delaware, c'est exactement comme les îles Caïmans ou les îles Vierges britanniques. Donc personne n'a accès aux comptes de Triple 7. On doit donc leur faire confiance. La plupart de ces groupes, d'ailleurs, au passage, sont des groupes, ce qu'ils appellent les equity funds. L'un des très gros problèmes, c'est que, par exemple, si je vous dis aujourd'hui, OK, le principal actionnaire de Chelsea, c'est Clear Lake. OK, c'est vrai. Ils sont à 60%, je pense. Hein. Donc, de ce côté-là, c'est transparent. Le problème, c'est que Clear Lake est un fonds d'investissement. L'argent qui est dedans, ce n'est pas l'argent de Clear Lake, c'est l'argent d'autres personnes. Qui sont ces personnes? Nous l'ignorons, nous ne le saurons jamais. Sauf si ces fonds d'investissement sont transparents. Par exemple, c'est par un journaliste que nous avons appris que Clear Lake, le fonds souverain saoudien, était un investisseur majeur dans Clear Lake. Ce qui signifie donc que le PIF qui possède Newcastle United, plus les 4 clubs en championnat d'Arabie Saoudite, est également, via Clear Lake, propriétaire minoritaire de Chelsea. Et c'est un des énormes problèmes que nous avons, c'est le manque total de transparence. Or, pour mettre cette transparence en place, il faudrait totalement changer le cadre régulatoire ou régulateur, appelez ça comme vous voudrez, dans lequel peuvent opérer ces fonds d'investissement privés. Et dans l'état actuel des choses, c'est impossible. C'est totalement impossible. Donc, puisque nous ne pouvons pas être en amont, il faut se placer en aval. Et donc placer des garde-fous, des barrages, appelez ça comme vous voudrez, des écluses par lesquelles on puisse au moins savoir ce qui passe de l'autre côté de l'écluse. Et en ce moment, nous n'avons pas ce qui est nécessaire pour ça. Euh, et il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut arguer de cela. C'est le fait que d'une part, il y a un problème de transparence financière et du fait que le football est devenu un instrument de blanchiment de l'argent. Je pense que vous en parlerez avec tous les gens avec qui j'en parle, très honnêtement, que ce soit les gens d'Interpol, d'Europol, du FBI et compagnie, tous les gens avec lesquels on travaille en ce moment, parce qu'on travaille avec ce genre de personnes, malheureusement ou heureusement, tous vous diront c'est un moyen de blanchiment d'argent. OK? Il n'y a rien de plus facile que de blanchir de l'argent avec le football. C'est avec l'art contemporain, je pense, probablement la meilleure façon de blanchir de l'argent en étant ni vu ni connu. De faire des transferts internationaux, d'utiliser toutes les sociétés écrans et donc d'échapper à tout contrôle.
Et dans la mesure où on ne peut pas avoir ce type de contrôle, et la multipropriété, bien évidemment, est le modèle par lequel le blanchiment de l'argent devient possible. Et ça, c'est une des parties de la chose. Donc, c'est le fait que nous n'avons pas accès, qu'il n'y a aucune transparence, que la transparence que nous exigeons d'autres secteurs économiques n'est pas appliquée au football, du fait de sa nature internationale. C'est quand même extraordinaire. Nous n'avons pas les structures en place. Donc, on met en place des tas de choses pour éviter, pour traquer les trafiquants de drogue, le mouvement de l'argent par les organisations terroristes, tout ce que vous voudrez, mais rien n'est en place pour arrêter justement la mise en place d'un système de multipropriété de clubs qui permet la création de réseaux par lesquels faire passer de l'argent sale. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a le côté manipulation de match. Mais je vous le dirais très franchement, pour moi, le côté manipulation de match, le fait d'arranger les résultats entre clubs qui appartiennent au même propriétaire, pour moi, c'est vraiment une note en bas de page. Et c'est infinitésimal. C'est fait pas du tout partie de la façon de penser de ces gens-là. Ces gens-là pensent d'abord argent, argent, argent. Ils pensent truquer les matchs. C'est trop dangereux en plus de ça. Si vous vous faites prendre, c'est la mort. Alors, il y a un autre aspect également. L'autre aspect, et je vais m'arrêter après parce que comme vous devez vous en rendre compte, c'est un sujet qui me tient à cœur sur lequel je pourrais parler des heures. C'est le fait que, bien évidemment, c'est une vision du football qui correspond pas du tout à celle que les supporters en ont. À savoir que on est soit la plupart de ces organismes de ces organisations qui font de la multipropriété fonctionnent avec un système pyramidal dans lequel des clubs préexistants deviennent des féaux du club principal. Ce qui est le cas, par exemple, ce qui est arrivé pour Troyes, ce qui est arrivé pour Strasbourg, ce qui arrivera pour beaucoup d'autres clubs. On a un club au sommet du fait, qui sera donc Manchester City ou le PSG ou n'importe quoi, et en dessous, des clubs qui serviront de pépinière, qui serviront, et donc qu'on va vampiriser de leurs meilleurs éléments. On va servir d'eux également comme laboratoire. Par exemple, on a un jeune qui marche bien dans nos équipes de U16, ben on va l'envoyer en prêt dans ce club pendant 2 ans. Et puis tant pis si jamais le joueur est vraiment bon, c'est pas l'autre club qui le conservera, ça reviendra au club mère ou père. Et donc, il y a une égalité, c'est un facteur d'accroissement des inégalités dans la compétitivité, qui affecte non seulement les clubs à l'intérieur du groupe de multipropriété, mais les autres clubs qui sont dans cette compétition et qui affectent la compétition dans son ensemble. Et alors, bien évidemment, c'est complètement bafoué ce qui est, je dirais, l'exception sportive et l'exception culturelle du football, par lequel un club est d'abord l'expression d'une communauté, ou la devient. Même des clubs qui ont été créés par des entrepreneurs au bout d'un certain temps, etc., comme l'Olympique Lyonnais, qui est un club relativement récent, hein, ou le PSG, même le PSG, qui est une création au départ, quand on y réfléchit, c'est une création purement artificielle, mais le PSG de 1971, le PSG de 1993 n'a aucun rapport avec le PSG de 2024. Le PSG de 1993, celui de Kombouaré et compagnie, c'est un club communautaire aussi. Le parc, c'est un endroit communautaire. Et là, la multipropriété, en fait, bafoue complètement l'élément communautaire. Le fait que tout club est l'expression, la JA, c'est sorti d'une paroisse, d'un club paroissial. Le Celtic, pareil. Arsenal, c'est sorti des ouvriers qui travaillaient aux fonderies de l'Arsenal. West Ham, pareil, c'est pour ça qu'ils ont les marteaux. Bon, tout club a dans son DNA, son génome, des origines culturelles, locales, communautaires représentent pour beaucoup de supporters la chose la plus importante dans leur lien émotionnel à leur couleur. Et la multipropriété fait totalement fi de cela. Donc soit on reconnaît l'exception sportive et culturelle du football, soit on décide, bah, non, bah, tout va bien, il n'y a pas de problème. On peut donc, en quelque sorte, de la même façon, vous voyez, en France, le chant du coq est protégé par la loi, si je ne m'abuse, dans certaines communautés rurales. Pourquoi le football ne serait-il pas protégé de la même façon? Les valeurs communautaires du football. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la loi ne peut pas s'appliquer à l'intangible? Quand l'intangible est partagé de cette façon, d'une façon aussi forte que celle-là. Et comme le prouve d'ailleurs l'action du Red Star, l'action des Ultras de Strasbourg, mais également la façon dont ils ont fait une union sacrée. J'ai vu ça avec le communiqué avec les gens de Vasco da Gama, avec les gens du Hertha, du Standard et compagnie. Il y a une vraie communauté internationale qui s'est créée, totalement qui respecte totalement les disparités, les différences, même les oppositions.
Euh, et ce qui est une des choses absolument extraordinaires, c'est que les supporters sont à ce point habités par la nécessité de s'identifier à une communauté de football qu'ils sont prêts à faire cause commune avec des rivaux avec lesquels, très honnêtement, il pourrait se passer des choses s'ils se rencontraient en Coupe de France ou en Coupe d'Europe. Mais c'est tellement important qu'il y a une fédération autour de tout cela. Et voilà, enfin, excusez-moi, mais je pourrais continuer des heures sur ce sujet parce que c'est, pour moi, le sujet le plus important en ce moment, c'est, mis à part le dopage, qui est malheureusement quelque chose sur lequel on acte absolument pas, c'est pour moi la chose la plus importante qui se passe en ce moment dans le monde du football parce que c'est un phénomène, c'est une boule de neige, ça continue. Il n'y a pas une journée pendant laquelle on n'apprend pas une prise de contrôle ou, ce qui est extrêmement dangereux, l'entrée dans le capital de. Et ça, seuls les gens qui ont accès à la presse spécialisée dans les finances du sport, seront au courant, par exemple, que vous avez des actionnaires de Chelsea qui sont aussi actionnaires de Liverpool, qui sont entrés dans le capital. Personne ne le sait. Et ça aussi, c'est de la multipropriété. Et donc, ce manque absolu de transparence a besoin d'être, non pas seulement fustigé, mais il a besoin d'être identifié comme étant l'un des facteurs majeurs de mise en danger du football tel qu'il est cher aux supporters. Et il y a un côté criminel, il y a un côté culturel. En fait, bon, tout va dans le même sens, à savoir que c'est un phénomène. En plus de ça, euh, ce n'est pas que le football masculin au passage, hein. Le football féminin commence également à être la cible d'investisseurs, entre guillemets. Michel Kang, par exemple, a pris contrôle d'un club français, d'un club anglais et d'un club américain. Et Michel Kang est lié au passage à la triple 7. Je vous dis ça comme ça, hein. Et oui, enfin bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on va y être pendant des heures. Mais le manque total de régulation, même s'il y a, et ça je le sais parce que j'ai pas mal parlé avec des parlementaires européens à ce sujet, je sais qu'il y a une vraie réflexion dans le groupe, enfin bon, il y a des groupes de réflexion formels et informels qui se sont placés au sein du Parlement. Je sais que Viola von Kramon, par exemple, la députée verte allemande, s'intéresse de très près à la question. Il y en a d'autres. Et beaucoup de députés qui pensent à justement mettre en avant l'exception sportive et l'exception du football et la mettre en place parce que bien évidemment le problème de tout projet de loi à un niveau national c'est que il va immédiatement se heurter à des réglementations internationales, ça nous le savons tous. Mais cela dit, il y a quand même une marge de manœuvre, et si la France pouvait être pionnière en la matière, ça serait formidable, hein, je vous le dis franchement, parce que je crois qu'il y aurait une telle initiative remporterait un grand succès d'estime, je dirais, dans d'autres pays d'Europe, hein, et permettrait peut-être justement d'accélérer le processus au niveau européen, et pas seulement au niveau européen, mais je pense par exemple en Grande-Bretagne, vous savez que nous avons un régulateur qui devrait être mis en place. Les choses sont un petit peu compliquées en ce moment parce que nous avons une élection qui arrive le 4 juillet. Donc on ne sait pas très bien quel sera le gouvernement en place le 5. Enfin, on a une très bonne idée hein, de qui sera, mais on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore quelle est l'opinion travailliste sur le fameux régulateur du football et le rôle qu'il devrait ou qu'elle devrait avoir. Donc on est un petit peu. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, peut vraiment retrouver un écho formidable, pas seulement en France, mais également en Europe et au-delà. Je pense que si vous parlez à nos amis de Botafogo ou de Vasco da Gama, vous allez trouver au Brésil beaucoup de gens qui vont vous dire, bah, écoutez, on vous soutient à fond. Et nous aussi, on va regarder de plus près tout ça. Parce que c'est l'avenir du foot qui est en jeu, hein. C'est l'avenir du foot qui est en jeu. Si on veut pas que ça devienne comment dire, le jouet de ces fonds d'investissement dont nous connaissons quasiment rien, parce qu'on ne sait pas qui c'est, hein. Les gens vous disent Elliott. Ah bah oui, mais l'argent d'Elliott, c'est qui? Ah ben on ne sait pas. On ne sait pas. On n'a aucune idée aujourd'hui de qui apporte cet argent. C'est quand même absolument incroyable. Voilà. J'ai pas mal de questions à vous poser. Alors, Allez-y. merci d'abord, c'est passionnant. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je partage tout ce que vous dites, mais c'est juste, moi, Allez-y. j'ai à faire un travail, comment dire, où je vais devoir convaincre des collègues et après convaincre une majorité à l'Assemblée. Et pour Oui. ça, il faut que j'écrive la proposition de loi la plus efficace. Première question, sur la question du blanchiment d'argent.
de tout ce que vous indiquez. On ne sait pas d'où viennent les fonds, Oui. etc. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, mais il n'y a pas besoin de la multipropriété pour ça? C'est-à-dire qu'un investisseur lambda qui va s'implanter sur un club de foot, il peut faire la même chose sans forcément être multipropriétaire. Autrement Mhm. dit, ma question, c'est en quoi la multipropriété soit accélère le phénomène au point de le rendre irréversible, c'est Mhm. ce que je comprends un peu, mais je veux que vous m'en parliez vous, soit presque le créer par rapport à, entre parenthèses, ce que vous appelez des investisseurs, je ne sais pas ce que vous avez dit, le terme c'était respectable, je ne sais pas quel terme vous avez utilisé. Voilà. Oui, peut-être, voilà. Je veux savoir quelle est sa caractéristique qui fait que justement ça amplifie ça. Alors, c'est tout simplement la création d'un réseau international et global. En ce sens que pour blanchir de l'argent, bien évidemment, la façon dont vous souhaitez blanchir cet argent, qui généralement aura des origines criminelles, et de transiter par des entités sur lesquelles il n'y a aucun contrôle régulateur. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc c'est échapper au fisc, échapper à l'attention des pouvoirs, échapper à l'attention de la police. Or, le football permet, le modèle de multipropriété permet des arrangements entre amis, si vous voulez, c'est-à-dire qu'entre clubs amis. Alors ça peut prendre par exemple la forme, euh, et imaginez que vous vouliez de transmettre une somme, on va dire, je veux faire passer 5 millions d'euros, qui sont 5 millions d'euros criminels, du Brésil en France, ou de France au Brésil. Euh, une façon très simple de le faire, si vous êtes multipropriétaire, que vous avez un club, je simplifie, hein, c'est vraiment, je caricature même. Vous avez un club au Brésil, vous avez un club en France. Bah, vous savez ce que vous faites? Vous faites un accord de vente pour un joueur. C'est aussi simple que ça. Que vous surévaluez, parce que personne viendra vérifier, parce que vous pouvez estimer la valeur du joueur à ce que vous voulez. Donc mon joueur, mon Pedro, qui arrivera de Vasco ou de Bahia, qui vaudra 500 000 sur le marché, vous le facturez 6 millions. Ben, l'argent, il transite, c'est complètement légal, hein. Et il arrive dans les caisses de Bahia ou de Botafogo et vous avez vos 6 millions. No problème, ni vu ni connu. Les gens regardent, les autorités vous disent, mais attendez, c'est quoi cette somme? Bah oui, bah c'est ce qu'il a fallu payer, c'est la valeur du joueur. Qui va être là pour leur dire, ah bah oui, mais c'est pas la vraie valeur du joueur? Parce que qui décide de la valeur du joueur? Ce sont les clubs, c'est le marché. Donc ça, c'est un exemple, mais vraiment lambda. Mais ça peut se passer également par le fait que vous verrez, je prends l'exemple de Triple 7. Triple 7 fonctionne, une espèce de toile d'araignée de société dont la société mère qui s'occupe du football est basée donc au Delaware. Donc dans cet État américain dans lequel rendre ses comptes publics n'est pas une obligation légale. Le Delaware est un paradis fiscal. Or, tous les clubs possédés par Triple Sept, ou dans lesquels ils ont ou avaient, parce qu'ils sont en place de repossession en ce moment, des intérêts économiques, tout cela dépend d'une société qui est totalement protégée par la loi américaine, ou plutôt la loi du Delaware, ce qui n'est pas la même chose. Mais vous regardez ensuite le réseau de sociétés, vous voyez que l'une des sociétés qui s'appelle Nutmeg, va contrôler le Red Star, qui contrôle également la société qui a les actions de Séville, qui contrôle également 777 SDL qui a les actions du Standard et du Hertha, qui contrôle également Sevillistas Unidos qui a les actions, pardon, excusez-moi, de Séville et de Genoa, qui contrôle également, et vous continuez comme ça. Et donc ils ont en place un système qui leur permet d'avoir des vases communicants de société à société, sans regard absolu, sans regard de qui que ce soit, dans lequel l'argent peut transiter le plus légalement du monde, de Belgique en France, de France en Australie, d'Australie, etc., sans qu'il y ait de droit de regard des autorités, puisque ça fait partie du même groupe. Donc, vous n'allez pas empêcher une société, je ne sais pas, de la même façon que vous avez Carrefour qui a des antennes dans tous les pays du monde maintenant, vous n'allez pas commencer à regarder chaque transaction qui se passe entre Carrefour Brésil, Carrefour Argentine et Carrefour Argentine et Carrefour Argenteuil. Vous n'allez pas regarder chaque opération, c'est impossible, et la limite, légalement, vous ne pouvez pas le faire. La multipropriété permet de mettre en place des réseaux de propriétés de clubs qui permettent d'échapper
bon, parfois mon anglais est supérieur à mon français, scrutiny, à l'attention, en quelque sorte, des régulateurs et des gens dont le travail est justement de prévenir le blanchiment de l'argent. C'est absolument formidable. Alors, bien évidemment, tout ce qui est transfert, etc., doit transiter par la FIFA. C'est une chose, votre avocat du diable vous dira, oui, mais tous les transferts internationaux passent par la FIFA. C'est vrai, ça passe par FIFA TMS. Le problème, c'est que FIFA TMS ne s'intéresse absolument pas à la nature de l'argent. C'est à savoir que eux, ce qui les intéresse, c'est est-ce que le contrat est en règle, est-ce que l'argent a bien été versé en temps, etc. C'est ça qui les intéresse. Et d'autre part, toutes les données sur FIFA TMS sont des données confidentielles. À savoir que vous avez une idée du volume total, vous n'avez aucune idée du volume des opérations individuelles. C'est-à-dire que si vous voulez savoir combien tel joueur a coûté à tel club, etc., quel est son salaire, vous pouvez pas le savoir. C'est totalement opaque. La FIFA est au courant parce que c'est dans les contrats, hein. La FIFA est au courant. Mais la FIFA a pris la décision, parce que bien évidemment les clubs ne souhaitent pas que ces transactions soient publiques. Donc on n'a absolument aucun droit de regard sur ce qu'il se passe. Donc si vous voulez, c'est la mise en place de réseaux. C'est de la même façon que vous avez, je vais prendre un exemple, c'est la façon en ce moment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y a en ce moment une pénétration incroyable du marché mexicain par les gangsters, les triades chinoises, en accord avec les narcos mexicains, hein. Et l'une des façons par lesquelles ça fonctionne, c'est pas la multipropriété de club, c'est la multipropriété d'entreprise. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. Donc la façon dont les gangsters chinois, donc de Macao, Taïwan et compagnie, font transiter leur argent du Mexique, de Chine en Mexique, de Mexique en Chine, bon, c'est l'argent du fentanyl, hein, puisque c'est maintenant la drogue à la mode, etc. C'est par le biais de transactions qui impliquent des biens. C'est-à-dire qu'ils vont importer, je sais pas, 50 containers euh, de stéréo, de chaînes stéréo, ou trucs comme ça. C'est des opérations bidons, hein, bien évidemment. Mais comme ça se passe de société en société qui font partie du même groupe, ni vu ni connu. Absolument ni vu ni connu. Et de cette façon-là, l'argent peut circuler d'un pays à l'autre sans que qui que ce soit fasse quoi que ce soit. Et la multipropriété de club est une façon absolument magnifique de contourner les réglementations en place. Pourquoi croyez-vous qu'il y a nous, on connaît un gangster estonien qui a des intérêts dans des clubs chypriotes, bulgares et compagnie. Bon, c'est évident, c'est du blanchiment d'argent ce que ce type fait, hein. C'est du blanchiment d'argent, tout le monde est au courant, mais personne ne fait rien. Ça va permettre, par exemple, enfin bon, ça, je vais m'arrêter là parce que les exemples sont multiples, mais j'espère que enfin, que D'accord. Donc, l'argument bon, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que ce que permet la multipropriété, c'est le fait d'avoir un réseau international. Donc, un espèce de libre-échange intégré, on va dire, à travers Ouais, une même structure. ouais, Deux, qui est une machine à déréguler. oui. Et trois, c'est presque un modèle mafieux. Ah, C'est-à-dire c'est avec le un modèle. paravent d'activité Complètement, légale, mais c'est un modèle mafieux. complètement. Deuxième chose, deuxième question. Euh, vous avez parlé, vous avez parlé de soit par la prise de contrôle, soit par la participation. Oui. Euh, Est-ce que, à votre connaissance, il y a dans le foot français de la multipropriété par prise de participation? Parce que théoriquement, par prise de contrôle, c'est interdit. C'est-à-dire qu'entre plusieurs clubs françaises. Mais par prise de participation, y en a-t-il? Alors écoutez, pas à ma connaissance, pas encore. Je vous avouerai très franchement que le foot français n'est pas ma vraie spécialité, en l'occurrence. Mais pour ce qui est de la multipropriété de club, on est, heureusement, encore un petit peu en retard sur les pays voisins, on va dire ça comme ça. Si vous regardez l'Italie, par exemple, nous, on a une base de données qui montre clairement des exemples de prise de contrôle minoritaire à 20, 30%, voire moins, voire 15%. Comme triple 7 à Séville, c'est seulement 14,5%, hein. Pour les clubs français, euh, je me, j'essaye de réfléchir. Je ne vois pas en ce moment, mis à part Lens, qui a le RC Lens, pourtant un club vertueux.
a également des intérêts minoritaires dans d'autres clubs, hein, ça vous le savez. Mais dans d'autres clubs français, je ne le crois pas. Euh, et au niveau local, je n'en vois pas. Pas pour le moment. Mais si jamais je poserai la question Ça m'intéresse. oui, j'imagine que ça vous intéresse hautement. Et d'autre part, vous savez, le net problème, c'est que c'est très très difficile à découvrir parce que ce sont des opérations qui passent complètement inaperçues, hein. Je veux dire, c'est peut-être dans Mais la c'est, presse mais très spécialisée. c'est intéressant parce que c'est de la multipropriété masquée. Oui, C'est-à-dire qu'en complètement. fait, et au bout d'un moment, entre croisements, on peut très bien imaginer un système où des multipropriétaires, entre croisements de leur participation, etc., en réalité, au bout d'un moment, c'est exactement comme s'ils avaient le contrôle, sauf que dans une sorte d'entente entre multipropriétaires. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Oui, absolument. Donc, Moi, j'ai un ami policier belge très haut placé qui m'a dit, c'est comme un cigare club. Voilà, c'est là où les millionnaires et les milliardaires voilà. se retrouvent. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ci, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Et c'est une hypothèse qui tient, hein, parce que quand vous regardez d'un petit peu plus près, également, ce qui est frappant, c'est les liens qui existent entre ces divers groupes de multipropriété. C'est pas comme si ces gens ne se connaissaient pas. Je vais vous prendre un exemple concret. Triple 7, deux des personnes, je peux hélas pas vous donner de nom parce que c'est dans un cadre encore, c'est sous enquête, etc., policière et tout le tralala. Deux des personnes qui sont impliquées dans Triple 7 d'une manière informelle, bien qu'étant payé par Triple 7, et croyez-moi, pas payé 1000 euros hein, le mois, hein. Euh, Ces personnes sont également des personnes qui viennent de Guggenheim. Et Guggenheim est le fonds d'investissement dont le patron et le créateur était Todd Boehly, qui est le propriétaire minoritaire de Chelsea. Il y a en fait, ces groupes se connaissent tous. Ils se connaissent tous. Ils font leurs petites affaires ensemble. Et c'est encore une fois un système mafieux. C'est les familles. C'est ça, c'est ton quartier, ça, c'est mon quartier, ça, c'est la Camorra. C'est comme l'Andrangheta et tout ce qu'on voudra. Les quartiers de Naples, c'est l'histoire de Gomorra, hein. Ça, c'est mon quartier, c'est ma rue. T'y touches pas. Je te donne un coup de main quand t'as besoin, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils se marchent pas sur les pieds de l'un de l'autre. Jamais. Jamais. Par contre, ils se laissent des zones d'intérêt et parfois, il y a des prises de capital. Et par exemple, le fait que Clear Lake est une part, alors c'est indirectement, c'est pas dans Liverpool, mais c'est dans FSG. Ils ont acheté 10 ou 15% de FSG. Donc ils sont copropriétaires de Liverpool, mais personne n'est au courant. Parce que la transaction ne s'est pas faite au niveau du club, mais au niveau du fonds d'investissement. Et ces transactions sont complètement opaques. Et encore une fois, moi je reviens là-dessus parce que c'est quand même quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est une erreur mais de base, c'est quand on me parle de ces fameux fonds d'intérêt qu'on me dit tel club est la propriété de tel fonds d'investissement, ma réponse est immédiatement, OK, d'où vient l'argent de ce fonds d'investissement? Quel argent? Ce ne sont pas les dirigeants du fonds d'investissement ne sont jamais les gens qui mettent l'argent dedans. Jamais. Eux, ils perçoivent de l'argent sur les opérations qu'ils font, leur pourcentage, c'est de là que viennent leurs milliards. L'argent qui est investi ne vient pas d'eux. L'argent qui est investi, il vient de gens de fonds souverains, il viendra d'investisseurs institutionnels, fonds de pension, tout ce que vous voudrez. Il viendra aussi de criminels, par le biais de sociétés écrans, etc. Donnez-moi le nom d'un fonds d'investissement privé qui va se voir proposer 2 milliards d'euros qu'on vous donne à gérer. Je pense pas qu'il soit trop regardant sur d'où cet argent viendra. S'il vient d'une société enregistrée aux îles Vierges britanniques, ils n'ont absolument rien à cirer. Donc c'est l'opacité absolue. Ok, deuxième question, non, troisième plutôt. Euh, Vous avez parlé fort justement, on va dire, euh, euh, ce que j'ai appelé l'exception sportive. Non, c'est vous qui Oui, avez parlé de l'exception sportive. Je l'ai mis en lien avec l'exception culturelle. oui, Et puis absolument, oui. finalement, de protéger les valeurs communautaires du foot. Oui. Bon. Mais je pourrais vous dire que finalement, depuis l'arrêt Bosman, c'est un peu le vrai tout ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la multipropriété qui explique ça ou le fait on a plus affaire pour la plupart à des clubs de terroir, y compris en joueurs, quoi. Bah alors, je pense que pour ce qui est des joueurs, c'est un faux débat parce que si, en effet, pour les joueurs,
L'idée que le club vienne, enfin que le footballeur vienne de la région, de son club, bon, de toute façon, ça fait un bout de temps que ça n'existe plus. Regardez la composition du Real Madrid de la fin des années 50 qui balayait tout sur son passage. Regardez la composition de notre grand Saint-Étienne qui est allé en finale contre le Bayern Munich. Si je ne m'abuse, je vois des Argentins, je vois des Italiens, je vois des joueurs de toutes origines et de toutes À ma provenances. connaissance, il n'y avait pas plus de deux joueurs extra-communautaires à l'époque Oui, par club. mais cela dit, mais C'est un- ils avaient des passeports français. Ça arrangeait bien les choses, et ils ne venaient pas nécessairement de la région des mines de Saint-Étienne, hein. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais la deuxième chose, c'est que oui, il y a une globalisation du marché des joueurs, mais qui n'empêche absolument pas, d'une part, l'identification des joueurs à un club. Ça, c'est la première chose. Il y a des joueurs qui sont identifiés à un club et qui le seront pour toujours, même s'ils sont absolument pas originaires de ce club. Je pense que Pedro Paoletta, c'est un Parisien, hein, je suis désolé, c'est un Parisien. De la même façon que vous allez prendre Enzo Francescoli, bon, etc. L'origine n'a absolument plus rien à voir avec ça. Vous parlez des fans d'Arsenal comme je suis, Patrick Vieira, Robert Pires et Thierry Henry sont des joueurs d'Arsenal, point barre. Et vous parlez à Thierry Henry, Robert Pires et Patrick Vieira, comme je l'ai fait, comme je le fais toujours, ils sont joueurs d'Arsenal. Il y a absolument l'internationalisation comment dire, du marché du football au niveau des footballeurs n'empêche absolument pas l'identification. Et n'est pas un facteur ne délite pas l'aspect communautaire et collectif. Pas du tout. Et en fait, il vous fait même comprendre à quel point cet aspect communautaire est important. Quand vous avez un garçon comme Patrick Vieira, qui est né à Dakar, qui est arrivé en France à l'âge de 6 ans, et qui a été champion du monde avec la France, qui est un grand Français, un grand footballeur, et quand vous parlez à Patrick, Patrick va vous dire, moi je suis Arsenal. Il y a une identification totale, et pour nous, supporters d'Arsenal, Patrick Vieira est un héros, de la même façon que Dennis Bergkamp est un héros, de la même façon que Cliff Bastien, qui était né à 100 mètres du stade, est un héros. Donc c'est un faux débat. On peut pas, ça n'a absolument rien à voir. Parce que ces joueurs, euh, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme introduit, on n'est plus l'expression, les footballeurs peuvent être l'expression d'une culture à part, d'une communauté à part, sans y être nés. Quel est le problème? Je veux dire, je vois pas où est la question. Puisque de toute façon, ils sont transitoires, et le professionnalisme a quand même été. Oui, l'arrêt Bosman, c'est les années 90, les années 90, je devrais dire. Mais le professionnalisme, c'est 1888 dans les fêtes en Angleterre, 1932 en France, mais le professionnalisme existait en fait de manière larvée depuis bien longtemps. Les transferts de club à club, bon, c'est depuis toujours. L'appartenance au terroir, ça par contre, c'est des arguments antédiluviens et d'ailleurs politiquement un petit peu douteux, hein. Si jamais on commence à regarder ça, on ouvre un tout autre dossier. Mais en l'occurrence, non. La globalisation des footballeurs n'a rien à voir avec la globalisation que génère la multipropriété des clubs. Absolument rien à voir. Il y en a un, Ok. d'abord, de toute façon, c'est le droit des individus. C'est simplement le droit des individus de pouvoir jouer où ils peuvent jouer, et le droit d'avoir un droit de regard sur leur carrière. Et je pense que là, personne n'a le moindre problème avec ça. Je pense que vous posez la question aux supporters du Red Star sur Habib Bey, je pense, restera dans leur histoire pour la personne qui les a fait acquérir la promotion. Habib, il n'est pas du Red Star, hein. Je le connais bien. Habib, c'est pas un Red Starien. Par contre, je suis certain que dans son cœur, il est Red Starien maintenant, même s'il est parti. Mhm. C'est comme ça que fonctionne justement, c'est la magie de la communauté du foot, ça, hein. Ok. Alors, troisième question. Là, je vais un peu plus aller sur ce que moi je me prépare à faire et un peu. Oui, Bon, premier élément, dans ma proposition de loi, je suis assez convaincu maintenant du fait d'empêcher qu'un club français soit propriété soit propriété d'un propriétaire qui a plusieurs clubs au sein de l'Union européenne, globalement, pour aller vite. Je pense que d'accord. c'est la seule façon de vraiment arrêter les choses. Qu'est-ce que vous répliquez à ceux qui vous disent c'est pas possible vis-à-vis de ce qui est devenu le foot et de agir comme ça de manière unilatérale? C'est un Oui, alors peu je ce vais que vous m'a dire, dit Diallo, pour aller vite. Vous voyez ce que je veux dire? oui, mais on Diallo, va comme même je vous dis, dire, ça va être un handicap financier et sportif pour les clubs voilà, français. ça c'est le deuxième élément, mais ça,
quelque part, j'ai un peu les arguments parce que D'accord. le Oui, parce que 7-7 partenaire, ça montre le ah côté un oui, peu. ah ouais, c'est Mais formidable, hein. Ça voilà, marche super bien. Textor également. exactement. L'Olympique Voilà. Lyonnais, c'est fabuleux, hein. C'est Molenbeek, c'est génial, hein. Botafogo, c'est fabuleux. Ah, puis on peut continuer comme ça longtemps, hein. Ouais. Ça, alors là, et le FC3, c'est également fabuleux ce qui leur arrive. Odense, c'est fabuleux ce qui leur arrive. Ostend, c'est fabuleux ce qui leur arrive. Ils sont tous en train d'en prendre plein la tronche. Mais oui, alors, la question est donc davantage de savoir si vous pouvez rephraser parce que votre question est très précise en Bah, fait. la question, elle est précise, c'est que le foot français est intégré dans des structures internationales. Bon, d'accord? Bon, donc qui ont des règles, etc., etc. Donc, il y a la réponse, c'est en quoi on peut prendre encore aujourd'hui dans le foot tel qu'il est. Mais vous me direz, c'est pas vrai qu'au niveau du foot, on nous répond ça souvent qu'on veut changer l'économie. Mais enfin, des mesures qui contreviennent finalement à ce qui se passe au niveau international, puisque vous avez dit vous-même que l'UEFA était en train d'évoluer. Comment, comment on peut prendre des mesures et surtout comment elles peuvent apparaître réalistes? C'est ça que Oui, je... alors ça, c'est deux choses différentes. La première, c'est première chose, c'est que nous avons affaire à quelque chose d'inédit. C'est savoir que la question ne s'est jamais posée jusqu'à présent, pour la simple raison que ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne le vivions pas il y a 10 ans. On est donc passé à un état de fait qui a complètement court-circuité tous les systèmes réglementaires en place, parce que les systèmes réglementaires en place ne pouvaient pas prévoir quelque chose d'imprévisible. Personne ne l'a vu venir. Donc on est obligé, en quelque sorte, de fermer les portes de l'étable après que les chevaux soient partis au galop. On est d'accord là-dessus. Donc l'idée, ça va être très compliqué de les faire revenir à l'étable, mais par contre, ce qu'on peut empêcher, c'est que d'autres chevaux partent de l'étable. Et puis, déséquilibre totalement ce qui se passe dans le football. Ça, c'est la première chose. Et je pense que de ce côté-là, euh, ça signifierait presque que si jamais ce type d'argument, de contre-argument, signifierait qu'on peut jamais rien faire. Grosso modo, ce serait ça. Ah bah c'est comme ça, on peut rien faire. Donc c'est l'inaction. Donc les gens qui vous disent ça sont des partisans de l'inaction. Est-ce qu'ils sont partisans de l'inaction dans d'autres domaines? Bah peut-être pas. Parce que si on laisse les choses aller, dès qu'on est face à un problème inédit, solution inédite. Et c'est vraiment la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et en quoi c'est différent? C'est parce que le football est organisé d'une manière complètement différente des autres secteurs économiques. C'est pas compliqué. Qui est l'instance réglementée? Qui est l'instance suprême du football? C'est la FIFA, une organisation qui a un statut caritatif, hein, précisons-le, mais qui est une organisation qui n'a de sens que parce que 211 fédérations membres délèguent leur pouvoir, on peut le dire comme ça, à cette institution qui ensuite les chapeaute de manière d'ailleurs hyper stricte et qui ne répond à absolument aucune réglementation, qui est un État dans l'État. On l'a vu encore lorsque la FIFA, vous aurez peut-être vu, ça c'est un magnifique exemple quand même à montrer, pour démontrer cela. La FIFA, en ce moment, est en train d'évaluer la possibilité d'envoyer la Coupe du Monde féminine de 2027. Il y a deux candidats. Un candidat, c'est Allemagne, Belgique, Pays-Bas, je pense, et l'autre, c'est le Brésil. Ok. Donc, d'un point de vue de... Or, le conseil comment dire, les experts de la FIFA viennent de rendre leur rapport, ok, d'évaluation. Et de manière absolument extraordinaire, ils ont fait un rapport d'évaluation favorable pour le Brésil. Euh, Ce qui, pour quiconque connaît deux, trois choses sur l'état du football brésilien, des stades brésiliens, de l'infrastructure, est aberrant. La raison pour laquelle la FIFA a émis cet avis défavorable pour l'Allemagne et je crois que c'est l'Allemagne, les Belgiques et les Pays-Bas, c'est en fait parce que l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas refusent le statut de privilège fiscal. C'est la seule raison. Donc en fait, ce que veut la FIFA, c'est une espèce de cirque ambulant, une espèce de paradis fiscal ambulant. Donc ils vont, c'était le cas la dernière Coupe du Monde au Qatar, c'était comme ça, hein. C'était pareil en Russie, c'était pareil au Brésil, etc. La Coupe du Monde se déplace, la FIFA a une autonomie totale. Donc, encore une fois, c'est un système inédit. Je veux dire, dites-moi dans quel autre domaine d'activité économique nous avons affaire à une instance suprême de ce type? Aucune. C'est intéressant ce que vous dites parce que la FIFA est en train de faire un chantage
dans l'implantation de son siège en France. Je suis un de ceux qui est mieux opposé. J'ai réussi à faire en sorte que l'amendement passe pas. Mais du fait sur le fait qu'ils arrivent et ils soient traités avec toutes les franchises fiscales et sociales imaginables, Un quoi. État souverain, oui. C'est donc une Voilà, ça. organisation caritative, un but caritatif qui entend être traité comme un État souverain. Donc, si vous voulez, encore une fois, je reviens toujours au même truc, problème inédit, situation inédite, solution inédite. Et en plus de ça, encore une fois, je le répète, la France a toujours été dans le sport extraordinairement proactive. Quand on regarde toutes les institutions qui ont été mises en place, les bonnes comme les mauvaises, on se rend compte qu'il y a des Français qui sont là au départ, hein. C'est l'horrible baron de Coubertin, bah, c'est lui qui a créé le mouvement olympique, l'UEFA, la FIFA, la Coupe d'Europe des clubs champions, tout ça sont des idées françaises. Tout, on a cette espèce de génie justement pour ce qui est du sport en particulier, vous regardez l'origine des grandes fédérations sportives, vous verrez que la plupart d'entre elles ont des origines, au départ, ce sont des Français et des Belges aussi un petit peu. Et que c'est ensuite, les autres se groupent autour de nos initiatives. Donc, pour moi, ça se situe dans une tradition française des plus nobles. Et en quoi est-ce un problème d'être un pionnier? On est d'accord. Deuxième question. Donc, je réfléchis dans le reste de la proposition de loi à avoir des propositions qui permettent à l'entité sportive. Quand je dis entité sportive, ça regroupe tout, hein. C'est à la fois le club en tant que tel, à la fois les supporters, à la fois les territoires, les villes, etc., etc., d'avoir un droit de regard, voire de contrôle sur la finance. Alors, il y a le modèle allemand. Oui. Moi, je réfléchissais à des modèles éventuellement de conseils de surveillance, enfin, je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là-dessus, vous auriez un conseil à me donner sur ce qui pourrait s'adapter à la France et qui permettrait d'avancer? Alors écoutez, le problème, c'est évidemment le changement d'un état de fait. Savoir que c'est très très difficile de pouvoir imposer des conseils de surveillance à des clubs qui sont la propriété de personnes privées ou d'institutions privées. C'est extrêmement difficile. Je dirais que le système, pour moi, le plus vertueux, le système allemand est très intéressant, mais le système le plus vertueux, c'est celui qui est pratiqué en Suède, dans lequel tous les clubs sont contrôlés à 50 plus 1 par leurs supporters, tous, sans exception. C'est pas le cas en Allemagne. Vous avez Wolfsburg, le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig, etc., Hoffenheim. Vous avez des systèmes en place qui permettent de contourner le 50 plus 1. Et en plus de ça, quand on voit ce qui se passe au Bayern, bon, c'est du 50 plus 1, mais les dirigeants font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est malgré tout quelque chose dont on peut s'inspirer. Par contre, il y a une chose, c'est la présence au sein des conseils d'administration, représentation des supporters et ouverture d'une partie du capital à ces supporters. Ce qui est le cas de certains clubs, et y compris au passage, si on vous dit, mais c'est quoi cette histoire? Je vous prendrai l'exemple de Luton Town en Angleterre. Luton est un club qui est une propriété privée, mais au sein duquel, le consistoire de Luton, il y a un groupe d'intérêts, à savoir que les investisseurs dans la holding qui contrôle le club, il y a environ 20%, c'est des supporters. Environ 20%, c'est des supporters qui ont donc un droit de représentation, un droit de regard sur les finances du club, la façon dont l'argent est dépensé, et il n'y a absolument aucun problème. Et Luton, ça fonctionne bien. Ils ont été promus. Là, ils descendent, mais bon, c'est pas une catastrophe. Mais ils sont passés de division en division pour arriver en première ligue cette année. Et si on vous dit, mais ça, c'est un obstacle au progrès, bah, vous dites, bah, regardez ce qui est arrivé à Luton. Ils sont passés d'un niveau quasi amateur à la première ligue en l'espace d'une décennie. Bah, ça ne les a pas empêchés de survivre. Regardez Pauli, qui vient d'être premier en Bundesliga. Ce n'est pas rien. Et Saint-Pauli est un club qualifié de radical et même extrême gauchiste dans sa façon de jouer les choses. Non, ben, pas du tout. Ils sont Saint-Pauli. Donc, il n'y a pas l'argument, ça nuit au fonctionnement du club et c'est impossible. Non, ça ne tient pas. Alors, par contre, ça demande un engagement. Et c'est là où il faut prendre les propriétaires à leur propre jeu. C'est-à-dire que les propriétaires vous diront tous, oui, nous sommes les garants de l'identité du club, etc. Et vous leur dites, bah, écoutez, dans ce cas-là, pourquoi n'ouvrez-vous pas une partie de votre capital qui peut être capée, hein? On dit que ça peut pas être plus de 15%, plus de 20%.
pourquoi ne pas ouvrir une partie de votre capital aux supporters s'ils souhaitent investir? Former un groupe d'intérêt, c'est possible. Même Everton, en ce moment, il y a encore 3,75% du club qui sont contrôlés par les supporters. C'est pas grand-chose, mais ça leur donne une voix au chapitre. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle QSI, oui, nous sommes la voix de Paris, bah très bien, prouvez-le, montrez-le nous, hein, ouvrez le capital aux supporters du PSG. Il n'y a pas de raison. On vous demande pas de leur donner même la majorité, mais donnez-leur une place, une représentation formelle, ce qui leur permette d'assister aux réunions du directoire, d'avoir leur mot à dire sur le traitement des supporters, sur les prix, etc. Sur tout genre mais surtout, même sur le recrutement, s'ils veulent, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui leur fait tellement peur, quoi? Je comprends pas. Je veux dire, si ça marche si bien, regardez les résultats des clubs allemands en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe cette année. Regardez un petit peu, nous avons une finale 100% allemande avec le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Nous avons le Bayer Leverkusen qui vient de finir une saison phénoménale. Ils sont finalistes, ils perdent contre l'Atalanta, certes, mais le Bayer Leverkusen, certes, club pas totalement vertueux puisque c'est Bayer, hein, on est bien d'accord. Mais regardez les clubs allemands, on n'arrête pas de nous dire oui, et même certains en Allemagne vont vous dire oui, c'est un obstacle à la réussite des clubs allemands. Qui est-ce qui est en tête du classement du coefficient UEFA cette année? Les Italiens et les Allemands, devant les Anglais. C'est pas un obstacle. Et encore une fois, légalement, il n'y a rien qui s'y oppose. Mais c'est là où il y a, pour moi, une lutte d'influence qui se passe parce que c'est prendre les propriétaires à leur propre jeu. Ils n'arrêtent Hmm. pas de dire oui, on est ci, oui, on est ça. Et vous leur dites, ben, prouvez-le. Ok. Prouvez-le dans Donc, les si je vous, faits. si je Oui, vous rejoins bien excusez-moi. sur cette deuxième question, plutôt qu'un conseil de surveillance annexe, Oui, vous verriez plutôt des solutions qui facilitent l'intégration au conseil d'administration des supporters, par absolument. exemple. D'accord, ok. Absolument. Un peu comme l'actionnariat populaire à Sochaux qui a été fait. Exactement. Ouais, Actionnariat populaire. d'accord. Ok. Ok. Et Qui une dernière. qui ancre encore plus le club dans sa communauté, hein. Je veux dire, ça, là, on peut pas être plus ancré. On veut des investisseurs locaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus local que le supporter d'un club? Ok. Dernière question que je voulais vous poser. Vous avez évoqué bon, la valeur communautaire du foot. Et donc, dans mes discussions avec les supporters de Sochaux, et c'est eux qui m'ont donné l'idée, je crois. Mais je crois que après, j'ai auditionné les dirigeants de Rodez qui étaient un peu sur le même état d'esprit. A émergé une notion finalement d'intérêt. C'est quoi, Dimitri, là, toi, tu te souviens exactement du terme? Terme était bien commun territorial vivant. Voilà, bien commun, territorial, vivant, qui serait Chouette. un peu une exception du foot, quoi. C'est-à-dire, euh, alors, si on mettait en place, par exemple, un label de ce type-là, c'est-à-dire qui permet à des clubs d'intégrer ce type de label, quels sont les critères pour vous qui pourraient rentrer en jeu? C'est-à-dire, alors, pour tout vous dire, on a discuté un peu avec la DNCG de ça, qui nous dit oui, mais ça existe, c'est déjà les licences club. Alors, sauf que moi, j'ai regardé les licences club, il n'y a pas de critères de ce type-là. Il n'y a pas le critère, par exemple, qui pourrait être de dire on va privilégier avec ce label, on va donner tel ou tel avantage à des clubs parce que ils vont mettre un certain nombre de critères qui les fait sortir, qui les définanciarisent en partie, qui en fait des clubs, par exemple, qui va favoriser les partenaires du territoire, etc., etc. Absolument, Qu'est-ce qui, oui. qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait être retenu? Est-ce que d'abord, pour vous, c'est une bonne idée? Et qu'est-ce L'idée est excellente d'abord, oui. L'idée est excellente. Je pense que je devrais vous mettre en contact avec un de mes amis à qui ce projet de ce type tient énormément à cœur, ouais, qui est mon ami Jérôme Champagne, l'ancien numéro 3 de la FIFA, retiré de la FIFA parce que l'une des seules personnes qui soit sortie de la FIFA avec sa réputation plus qu'intacte, je dirais même sa réputation a été valorisée par son départ, parce qu'il est parti avant tous les scandales et pour de bonnes raisons. Et Jérôme travaille sur un projet de ce type en ce moment. Donc, je vais vous mettre en contact, si vous n'êtes déjà en contact avec d'accord. lui, je vous mettrai en contact avec lui. Non, Ça, non. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous dirais qu'en effet, si vous voulez privilégier cela,
Moi, et c'est là où il y a des choses dans le modèle anglais qui me plaisent beaucoup, à savoir que dans le système anglais, et ça c'est un truc totalement intangible, je ne sais pas, c'est une tradition. L'ancrage dans les communautés locales est quelque chose que l'on voit, y compris dans des clubs qui ne sont absolument pas la propriété d'investisseurs locaux. Je vois par exemple la façon dont mon club Arsenal travaille avec la communauté à Highbury Islington. Alors ça prend énormément, il y a un aspect éducatif, présence dans les écoles, par exemple, utilisation du football comme vecteur d'instruction, parrainage d'entreprises locales, et dans le cas d'Arsenal, ça implique par exemple le fait de mettre en valeur, je dis, et je n'invente rien, le coiffeur du coin, le coffre-tabar du coin, etc. Le club est impliqué là-dedans. La création d'espaces de jeu, euh, c'est-à-dire le club va acheter des espaces dans la ville, les transformer en espaces de jeu, les rendre accessibles à la communauté en général. Ils auront donc financé ça. Non seulement ils feront ça, mais ils contribueront, ils vont donner fournir des formateurs, des cadres, etc., qui vont s'occuper de ça. Ils auront une équipe leur programme également d'intégration et d'insertion au niveau handicapé, minorité, tout ça est exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Et je dirais la même chose pour Everton au passage. Euh, il y a tous ces facteurs d'ancrage dans la communauté qui font, et ce qui est extraordinaire, c'est que le club en bénéficie. C'est ça qui est génial, c'est que ça crée dans le, parmi notre groupe de supporters, c'est vrai que nous on est un club, bon, on est colossal, hein, Arsenal, au niveau mondial, mais au niveau local, vous allez mais toutes les boutiques sont rouges et blancs, hein. C'est aussi parce qu'il y a une volonté du club d'aller vers ces gens-là et de les inclure, même s'ils ne sont pas inclus dans l'actionnariat. Ils sont inclus dans l'action du club au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a un programme communautaire qui est mis en place avec des gens dont c'est le travail. Et vous pouvez, ça peut faire partie, si vous avez en quelque sorte comme un label que vous souhaitez donner, ça fait partie des choses que vous allez, des cases à cocher. Mais attention, hein, c'est pas des cases sur un formulaire qui ne signifient rien, c'est des vraies cases à cocher. À savoir que oui, on va impliquer, par exemple, je pense que pour moi, l'une des choses qui me frappe le plus pour ce que fait Arsenal, c'est dans l'éducation. C'est le fait que on va utiliser le foot est une merveilleuse façon d'apprendre les langues étrangères, la géographie, l'histoire, tout ce que vous voudrez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous prenez une carte, voilà, vos joueurs viennent d'ici, viennent de là, et je vous garantis, j'ai participé, les gamins sont comme des fous. Et ils retiennent tout, hein, c'est des éponges. Et tout d'un coup, ils connaissent leur géographie. Vous leur parlez finance également, vous leur expliquez ce que c'est que, voilà, ce que c'est qu'un salaire, les bonus, les machins, la façon dont ça fonctionne, l'équipe financière d'un club. L'éducation. Être présent dans les écoles, dans les lycées, dans les universités. Ça veut même dire, par exemple, dans le niveau, il y a certains clubs qui vont sponsoriser des chaires dans les universités de recherche sur l'histoire du football. Je crois que c'est le cas de Leicester. Je parle de l'Angleterre, je parle de ce que je connais le mieux, hein, en l'occurrence. Euh, la tarification des billets également. De la même façon que vous vous voyez dans les musées, pour les habitants de la commune, ça sera 3 euros. Pour les gens qui ne sont pas de la commune, ça sera 6, par exemple. Et ça peut valoir au niveau du magasin, parce qu'on parle de clubs qui ont généralement des fans venant de beaucoup d'autres endroits. Bah, vous êtes fan du RC Lens, vous êtes de Lens, hein, vous venez de là, vous n'êtes pas de Sochaux, ben, vous allez avoir 10% de réduc. Voilà, c'est comme ça. Et il y a des tas de façons, et encore une fois, je pourrais vous mettre en contact avec des gens qui sont totalement dans cette démarche-là. Euh, Intéressant. il y en a beaucoup en Angleterre. Et ça peut aussi valoir avec les communications avec les médias locaux, hein. Par exemple, le fait qu'il y a des clubs qui court-circuitent complètement les médias locaux, qui ne s'y intéressent absolument plus. Ah bah non, non, faites en sorte qu'ils soient là. Euh, Valorisez-les, valorisez votre journal, votre hebdomadaire local, votre station de radio locale, donnez-leur accès à ceci, donnez-leur accès à cela.
Faites en sorte que les fans, par exemple, s'ils veulent avoir des nouvelles, je sais pas moi, du SCO Angers, plutôt que d'aller sur RMC le soir, ils puissent écouter une radio angevine. C'est de l'ancrage, ça, encore une fois. Et il n'y a aucune raison pour laquelle il faudrait privilégier RMC ou Europe plutôt que Radio Angers, quoi. Il y a des tonnes de façons de faire très honnêtement, c'est un projet super excitant. Je veux dire, moi, je serais agent de liaison communauté. Bon, et d'abord aussi, c'est autre chose. Est-ce que les clubs français ont des agents de liaison avec la communauté? Moi, je ne sais pas, hein. Je sais qu'en Angleterre, c'est un service qui est en place dans tous les clubs. Agent de liaison avec la communauté. Euh, et également, je vous dirais une autre chose, c'est l'accueil des supporters en déplacement, qui est une chose qui tient tellement à cœur nos fans en France, qui sont traités comme des animaux. Un scandale. Et les clubs qui mettraient en place. Le RC Lens a fait ça de manière absolument magnifique pour les visiteurs en Coupe d'Europe. C'était magnifique ce qu'ils ont fait. Franchement, c'était incroyable. Bah, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça pour les visiteurs des autres clubs français? Et si on le fait, encore une fois, c'est une facteur de. Et encore une fois, au niveau social, au niveau civique, c'est super positif, non? Que du bien, hein, que du bon. Super, Il est temps Philippe de se Auclair. souvenir que le football peut être une force pour le bien. Je pense qu'il est temps de s'en souvenir. Et que ça l'est la plupart du temps. Je partage, je partage. Je vous en Vraiment, prie. c'était vraiment passionnant. Moi, j'ai noté plein de choses. Ça va bien m'aider et je vais couper l'enregistrement. Alors, attendez. Hop.